Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 7. Saison 7, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Dominique Perrault. Ce soir, Comme d'Archi reçoit un architecte qui a très tôt affronté l'échelle du pouvoir. À 36 ans, Dominique Perrault gagne le concours de la Bibliothèque nationale de France. Un geste radical, 4 tours, comme des livres ouverts. Un immense vide, une esplanade presque abstraite. Mais derrière cette monumentalité, il y a déjà une pensée du sol. Chez Dominique Perrault, l'architecture n'est pas seulement un objet inscrit dans la ville, elle est une transformation du territoire. Elle creuse, elle tend, elle enveloppe. De Paris à Séoul, de Luxembourg à Madrid, il construit peut-être moins des bâtiments que des paysages habités. Ce soir, nous allons parler de vide, mais aussi probablement de métal, d'institutions, de pouvoir et de ce que signifie encore construire dans un monde instable. Bonjour Dominique Perrault. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes un architecte de renom, très respecté dans la sphère architecturale et à la tête de l'agence DPA, située dans le 11e arrondissement de Paris. D'emblée et en hors d'œuvre, c'est bientôt l'heure du dîner, une interrogation insolite sur le goût de l'architecte. Aimez-vous les plaisirs de la table ? Certainement. Bon. Alors, on est en terrain presque conquis ou conquis ? C'est un terrain qui est toujours à conquérir, parce qu'il n'y a que des découvertes à faire. Donc bienvenue à la table. Bon. Vous avez des goûts, des mets préférés ? Écoutez, moi je voyage quand même beaucoup, donc je déguste des cuisines du monde, comme l'on dit, avec évidemment beaucoup d'attirance et peut-être aussi d'accoutumance à la cuisine asiatique, puisque entre autres l'Asie et en particulier la Corée du Sud est une terre de prédilection pour nous. Nous y construisons, nous y avons développé une grande biennale d'architecture et d'urbanisme. Également, nous avons des projets et autres sujets de réjouissance en Corée du Sud. Bon, alors peut-être pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif ? Un ou des d'ailleurs. Alors, en Corée, ce qui est fascinant, enfin moi, tout au moins ça me fascine, c'est que lorsque vous commencez le dîner, par exemple, la table est vide. Et petit à petit, c'est le cas de le dire, petit à petit, des petits plats arrivent sur la table, mais des petits plats genre 10 cm de diamètre, enfin donc des petits plats, et ils vont se multiplier à foison pendant tout le temps du dîner, et à la fin, la table est absolument archi remplie de ces petites soucoupes avec différents mets et différents goûts, et donc on va de l'un à l'autre. Enfin, c'est quelque chose qui est assez fascinant parce que évidemment la soirée avance, la parole se libère et la table se remplit. Enfin, donc c'est quelque chose qui est vraiment très chaleureux et qui est aussi, si on parle un peu architecture au passage, ça crée un paysage en fait. Si vous voulez, les plats ne se succèdent pas et ne s'effacent pas les uns les autres. Les plats se cumulent, ils s'ajoutent et on picore encore une fois de l'un à l'autre. Donc il y a quelque chose qui est très généreux, qui est très ouvert, qui est tout à fait inattendu. De l'ordre de la découverte. Et de l'ordre évidemment de la découverte. Avec, comme en Chine, des plateaux ronds qui tournent ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, les tables sont fixes et ce sont des petites assiettes en céramique qui arrivent les unes après les autres et qui encore une fois envahissent la table autour de laquelle tout le monde est réuni. Bon. Donc plus un moment, un goût ? Oui, un moment, mais c'est surtout des goûts. Au sens au pluriel, au sens de la variété, au sens de la combinatoire, parce que en fait,
c'est pas la peine de se jeter sur le plat qui arrive, puisque des dizaines d'autres vont arriver, et en fait, vous allez au gré de la discussion, au gré de votre appétit, vous allez aller de l'un à l'autre. Il y a quelque chose de très joyeux, de très de très délicat et en même temps de très généreux dans ce processus. Je parle pas de cuisine, la cuisine de l'empereur en Chine, ou la cuisine royale en Corée, ce sont des cuisines d'un autre ordre. Là, c'est vraiment le quotidien, et un quotidien avec en fait un très grand sens du partage. Bon. Alors, on va retenir cette idée de partage. On va évoquer maintenant votre parcours. Alors, je sais, vous avez enregistré pas mal d'interviews. On va essayer d'aller vers l'inédit, si possible. Je sais pas, c'est vous qui avez la main sur la parole. Je vais essayer d'aller chercher, que ma curiosité vous pousse à nous livrer des choses inédites. Alors, quel a été votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée cette envie d'architecture? C'est ça qui m'intéresse, votre désir d'architecture. Et après, on peut évoquer vos études, mais... Eh bien, j'en avais pas. Voilà. Donc, j'avais aucun désir d'architecture, et je reste toujours avec une certaine défiance vis-à-vis de l'architecture. On peut pas dire que je n'ai pas construit, donc c'est une défiance d'affection, évidemment, ou tout au moins affective, mais c'est quand même une défiance dans le sens où l'architecture est quand même un art qui construit de l'interdit. C'est-à-dire que lorsque vous construisez un mur, vous séparez pour le bien de la cause, évidemment, puisque ce mur va vous permettre de vous abriter ou vous isoler par rapport à une rue, etc. Donc le mur n'est pas, si je puis dire, une installation fatale de l'architecture, mais c'est quand même une installation très autoritaire. Et donc c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, et sur lequel je reste toujours extrêmement critique, et qui nourrit en fait mon travail. Parce que je voulais faire de la peinture, j'ai peint d'ailleurs beaucoup, et l'architecture avait cet avantage, notamment à l'école d'architecture, c'est qu'on pouvait trouver du travail, donc c'était formidable. Je suis entré en architecture sans savoir exactement de quoi on parlait, mais par contre j'ai trouvé du travail tout de suite, et donc j'avais un peu d'argent pour acheter mes tubes de peinture à l'huile. Et vous aviez commencé par les Beaux-Arts? Non, j'ai commencé par rien du tout. Je suis sorti du lycée et je suis donc entré à l'école d'architecture. Oui. Avec, par contre, déjà quelques années de peinture, tout à fait, si je puis dire, en toute liberté, et d'une certaine façon en toute insouciance. Et je voulais poursuivre. Donc j'aimais beaucoup peindre, la peinture me libérait, la peinture m'habitait, et je voulais continuer à peindre, mais bon, évidemment, ça coûte. Et donc, ce deal, que l'on pourrait dire aujourd'hui comme terme, entre la famille, mes parents et moi, l'architecture, c'est un deal audible. Mon fils fait des études d'architecture, mon fils est artiste, il fait des études aux Beaux-Arts. Dans une famille où il n'y a que des ingénieurs, c'est pas tout à fait ce qu'on en attend. Et donc, mais c'est très bien. Donc, je me suis engouffré dans l'école d'architecture. Je me suis engouffré dans le travail d'architecte. Et à l'époque, je passais 2 nuits blanches par semaine dans un bureau d'architecture. J'avais l'école en plus. Donc, petit à petit, l'architecture m'a envahi et je n'ai plus peint. Ah. Du coup, tout se passait à Paris? Du coup, tout se passait à Paris avec vraiment... Bon, l'architecture, c'est un apprentissage dense, intense, absolument passionnant. C'est un apprentissage qui vous envahit, parce que ce n'est pas que des questions de savoir-faire. Il faut savoir penser aussi. Donc ça occupe au moins jour et nuit. Vous passez par l'école de la Villette uniquement? En fait, moi, je suis passé par l'école des Beaux-Arts. À l'époque, ça s'appelait UP4. Oui. Et effectivement, la dernière année, il y a eu le déménagement donc de l'école des Beaux-Arts architecture vers la Villette, entre autres. Je n'ai connu de la Villette que le jour de mon diplôme. Donc j'ai fait mes études aux Beaux-Arts, quai Malaquais. Une ambiance. Ah oui, c'était très très bien. Oui, non, c'était très très bien. J'ai eu des études, je dois dire, formidables, parce que comme je ne savais pas où j'allais,
Je suis rentré dans la première porte, puisque j'habitais en banlieue. Donc, j'arrivais par le train Gare d'Orsay. J'ai pas quitté le trottoir. La première porte qui s'est présentée, je me suis engouffré. On m'a demandé où je voulais aller. J'ai demandé l'atelier le plus près de la porte, de façon à ce que je puisse sortir rapidement. Et là, je suis tombé dans l'école réactionnaire. C'est-à-dire, il y avait tous les mandarins qui enseignaient à UP4. École très intéressante. Heureusement, l'atelier dans lequel je suis entré était un atelier un peu dissident, si je puis dire, de l'atelier de ces grands mandarins. C'était un jeune architecte à l'époque. Je pense que Louis Schneider avait 33 ans. C'était le jeune patron de chez Le Maresquier, des noms célèbres dans les dynasties d'architectes. Et je dois dire que cet atelier est un atelier vraiment rebelle d'une certaine façon au regard de l'enseignement très académique, mais surtout très autoritaire de ces mandarins. Et donc j'ai passé 2 ans à dessiner. Mais vraiment dessiner beaucoup. Au moins, vous avez appris le dessin. C'est certain, j'ai appris le dessin, mais j'ai une formation d'une technique et mathématique, donc tout ce qui est, si on peut dire, géométrie descriptive, etc., le plan, la coupe, la façade, c'est quelque chose que j'avais appris pendant mes études au lycée. Mais là, j'ai appris le dessin d'architecte au sens vraiment académique du terme. Au bout de 2 ans, ça m'a suffi. J'ai trouvé ça formidable. Mais pendant 2 ans, j'ai travaillé aussi chez mon patron d'atelier. C'est-à-dire que je suis allé à l'école 3 mois. Au bout de 3 mois, j'ai travaillé en permanence chez mes patrons d'atelier jusqu'à mon diplôme et même au-delà de mon diplôme. Des noms, par exemple, Martin Van Treck, qui m'a vraiment appris le métier, architecte allemand, qui s'est réfugié à Paris, un monsieur merveilleux. Enfin, vraiment, ça a été vraiment mon maître, qui m'a vraiment donné, je dirais, toute la délicatesse de ce que peut être l'architecture. Un autre patron d'atelier, je ne devrais pas l'appeler comme ça, parce que c'est Antoine Grumbach, donc c'est plutôt un professeur. Et Antoine, lui, m'a enseigné vraiment la connaissance de la ville de Paris, Paris au 19e siècle, vraiment un excellent professeur qui m'a permis, à moi et à ma génération, de comprendre où nous habitions, dans quelle ville, dans quel trésor architectural et historique nous habitions. Donc avec ces différents professeurs, en fait, j'ai passé 2 ans et 2 ans et 2 ans, puisqu'à l'époque c'était 6 ans. Les 2 premières années, comme je l'ai dit, à apprendre le dessin, voilà, de façon absolument permanente. Ensuite, les 2 autres années, je ne voulais plus dessiner. Donc j'avais ma dose, donc j'ai traversé la cour et là je suis allé chez les libertaires. Donc je suis allé à UP6 où il y avait toute une partie d'UP6 fascinante avec des gens, dont je me rappelle quelques noms, Untersteller, qui faisaient des gonflables, Candilis, Serre, qui enseignait l'histoire de l'art et à l'époque il nous faisait découvrir Buren, qui était pratiquement inconnu. Enfin, donc vraiment une école... Une stimulation. Oui, mais une simulation, comment dirais-je, qui est pas seulement des engagements idéologiques, comme on peut le voir aujourd'hui. Non, je ne construirai plus, je le jure. C'était pas ça. C'était vraiment, oui, je construirai, mais de façon différente et dans la joie. Et donc, on a construit des crèches pour effectivement celles qui avaient des enfants. On a construit des fours solaires à l'époque. On a construit des gonflables. Et donc, j'ai passé 2 ans en plus avec Candilis sur les questions d'autoconstruction. Vraiment, c'est totalement merveilleux. Yona Friedman. Donc, vraiment des personnages. On était autorisés à rêver. Oui, et puis on construisait nos rêves. Et avec eux. Et donc, 2 ans merveilleux. Et puis ensuite... est arrivé donc, parce que ce sont des cycles, comme je le disais, de 2 ans, est arrivé donc le dernier cycle, celui qui annonce le diplôme. Et là, il y a eu une petite révolution tout à fait passionnante à l'école des Beaux-Arts, où à UP6, il y a eu le mouvement en fait postmoderne qui s'est mis en place, avec une relecture de la ville, avec Roland Castro, avec le philosophe Dolé, avec Antoine Grumbach, Yves Lion, même Christian de Porzenparc, etc. Ils se sont tous ligués pour essayer de construire une nouvelle école d'architecture qui allait célébrer les retrouvailles de l'architecture et de la ville. Magnifique projet, avec des architectes extrêmement talentueux, mais ils ont échoué d'un point de vue administratif. Ils n'ont pas pu créer cette école, mais ils ont créé quand même au sein du UP6 une partie de ce nouvel UP6 où on dessinait de nouveau l'architecture, puisque il faut bien se souvenir,
Donc à cette époque, nous sommes dans les années 70, il était interdit de dessiner. On produisait des textes sociologiques et des analyses plus ou moins fumeuses sur justement la sociologie des quartiers et de ceux qui vivent dans l'architecture. Donc il y avait là un retour vraiment de l'architecture dessinée, du projet architectural. D'ailleurs, Christian de Portzamparc gagne le projet de la Roquette. Castro également développe des projets. Antoine Grumbach travaille sur des parties entières de Paris. Une époque très joyeuse aussi. C'était pas la joie peace and love que j'avais connue dans la cour des Beaux-Arts avec gonflables, fours solaires et autres autoconstructions. C'était vraiment une joie de savourer la ville et dans sa dimension poétique, dans sa dimension historique et dans sa dimension de nouveaux usages aussi, puisque ces bâtiments venaient déjà dans le déjà là, c'est le cas de le dire, ce terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, ils faisaient avec ce qui existait, là aussi avec dans une certaine délicatesse d'écriture architecturale. Donc 2 ans à dessiner, à célébrer les retrouvailles avec la ville, à apprendre aussi d'un point de vue historique ce qu'était Paris, au moins ce Paris du 19e et évidemment le Paris du 20e. Et je fais un diplôme sur les mairies annexes de l'hôtel de ville. C'est-à-dire, à peu près 10-11 mairies ont été construites dans la deuxième moitié du 19e siècle, pour justement créer le Paris avec ses 20 arrondissements. Et ça, c'était très intéressant parce que les bâtiments sont tous basés sur le même modèle, si je puis dire, conceptuel de l'organisation symétrique, avec un parc devant, un square, l'école des filles, l'école des garçons, le marché, les secours qui gravitent autour, etc. Une cour intérieure qui peut être accessible aux citoyens. Enfin, donc, vraiment un dispositif. Avec une fonctionnalité et qui met en place le pouvoir. C'est-à-dire que c'est quand même le pouvoir républicain qui vient territorialiser Paris. Donc, un diplôme que je mène avec Antoine Grumbach et Martin Van Treck, et qui est un diplôme qui m'a beaucoup appris, où justement cette dimension institutionnelle, stratégique de la mise en place des institutions de la République dans la ville était quelque chose qui m'a beaucoup fasciné. Le style des mairies de toute façon, le style m'a jamais vraiment intéressé. Donc, mais là, il y avait quelque chose de fort, de profond, vraiment qui était des vraies racines, si je puis dire, pour en fait considérer l'architecture comme un paysage, comme un élément qui est capable de changer une nature en une autre nature, un paysage en un autre paysage, et en fait de construire la ville. Bon, passionnant. Entre votre diplôme et le concours de la Bibliothèque nationale de France, il se passe quoi ? Alors il se passe pas mal de choses. D'abord, donc, comme j'avais fait ce diplôme sur les mairies annexes au hôtel de ville, j'étais repéré par l'atelier parisien d'urbanisme. Et entre autres, Pierre-Yves Ligène, qui dirigeait l'atelier parisien, mais aussi son directeur adjoint, Jean-Louis Subilo, qui m'a détecté et m'a proposé de venir travailler à l'atelier parisien d'urbanisme. J'avais 27 ans peut-être. Enfin, je sortais parce que après l'école, cette histoire voilà justement de l'histoire de l'architecture, ça me travaillait et donc je suis allé aux Ponts et Chaussées pour faire ce qu'on appelle un travail de fin d'études et avoir donc un diplôme de fin d'études des Ponts et Chaussées. Mais ça, c'était pas le plus intéressant. Ce qui était intéressant, c'est que c'était le travail sur l'urbanisme et sur le territoire. Et donc j'ai travaillé sur les villes nouvelles et en particulier sur la ville nouvelle de Lille-Est. Donc ça donne aussi un écho par rapport à la stratégie des mairies annexes de l'hôtel de ville au XIXe siècle. Et ça ne m'a pas suffi parce que ensuite je me suis lancé dans l'école des hautes études en faisant un DEA. Puis après, il était quand même temps de se mettre au boulot. Donc j'ai fait un DEA sur les couvents au XVIIIe siècle dans le faubourg Saint-Germain. Et là, c'était très intéressant parce que, en fait, la stratégie de territorialisation du pouvoir du clergé à l'époque, c'était de construire des couvents. Donc, ils construisaient des couvents dans le faubourg, le couvent étant une forme fermée. Alors, Saint-Germain, juste, ça jouxtait le palais du Luxembourg ? Oui, c'est ça. C'était là où c'était la rive gauche, quoi. Enfin, c'était le quartier au 18e, le quartier Saint-Germain. Et donc cette forme fermée, qui est la forme typologique du couvent, c'était très intéressant parce que lorsque la question se pose pour la bibliothèque,
En fait, j'ai créé une espèce d'hybride, c'est-à-dire la mairie, qui est un bâtiment républicain qui s'ouvre sur le quartier. Le couvent, qui est un bâtiment du clergé, se ferme sur le quartier. Et donc, en faisant la combinaison des deux, c'est-à-dire en créant un cloître qui est fermé, et en même temps, cette esplanade qui est complètement ouverte sur le quartier, il y avait une double réponse. Une réponse liée à l'histoire et à la création d'un territoire qui est propre, qui est une identité pour la bibliothèque, qui est donc ce cloître avec ce morceau de forêt, et puis cette esplanade qui laisse ouvert un quartier qui n'existait pas. Puisqu'à l'époque, on m'a pris certainement pour un fou, j'espère que c'est le cas d'ailleurs, parce que ce gamin qui venait proposer un espace vide au milieu de nulle part, puisque à l'époque c'était une friche industrielle, il n'y avait rien. Et donc le fait de ne pas faire, pour moi c'était une position politique, esthétique, et en fait c'était une position aussi prospective. Prospective dans le sens où ça laissait toutes les possibilités de développement au futur quartier que nous connaissons aujourd'hui. Oui, qui est vraiment le quartier contemporain de Paris. Oui, c'est le plus berlinois de Paris. Finalement, vous créez ce vide, mais il y a toute une infrastructure importante sur cette rive de Seine qu'on ne voit pas. En fait, le volume de la bibliothèque est un volume presque inacceptable dans sa dimension. Il faut imaginer que la Bibliothèque nationale de France, c'est 350 000 m² balayables. Voilà. Donc, ça veut dire 1 million de mètres cubes, ça veut dire 3 fois le centre Georges Pompidou, mis bout à bout. Donc c'est un volume très important qui est nécessaire pour évidemment conserver les collections et accueillir 4000 lecteurs. Et beaucoup de chercheurs. Dans lesquels il y a effectivement beaucoup de chercheurs, bien sûr. Donc c'est pas la question du programme, c'est la question de vivre avec ce bâtiment, qui est quand même une institution, qui est un bâtiment qui a a priori tous les réflexes pour se refermer sur lui-même et donc faire obstacle. Et l'idée d'incruster 200 000 m², ça veut dire les 2/3 quand même du programme de la bibliothèque autour du jardin, libère en fait visuellement le paysage. Alors que dans l'option inverse, ce bâtiment aurait complètement obstrué le paysage. Donc il y a là des dispositifs qui sont des dispositifs esthétiques, mais évidemment aussi politiques, puisque ce bâtiment est un bâtiment sans mur, sans grille, sans colonnade. C'est un bâtiment que l'on peut traverser par son esplanade. Ensuite, on y entre, bien sûr. Mais, encore une fois, il n'a pas cette autorité que peuvent avoir les invalides, par exemple. Je dirais que c'est une autre autorité. Oui, mais enfin, moi je dirais que c'est exactement la même. Ce n'est pas le même pouvoir, mais quand même le dispositif est un dispositif qui vous tient à distance. Vous aviez votre agence quand vous avez gagné le concours ? Oui, j'avais une petite agence. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, je travaillais à l'atelier parisien d'urbanisme et le soir je faisais des concours comme tous mes copains, quoi, et copines aussi. Et j'ai gagné des concours. Donc à un moment, évidemment, il a fallu choisir entre l'atelier parisien d'urbanisme et des concours gagnés. Donc j'ai choisi effectivement de me lancer avec ces concours gagnés, ce qui était une bonne et une mauvaise idée parce qu'ils ont presque tous foiré. Donc gagner c'est une chose, les mener à terme c'est encore une autre histoire. Ceci dit, je me suis lancé au sens, j'ai volé de mes propres ailes et par contre, là c'est évidemment un fait important, j'ai gagné un concours qui est un grand concours pour un client difficile qui est la Chambre des commerces de Paris. Et j'ai gagné donc à 30 ans l'école d'ingénieurs en électronique et électrotechnique de Marne-la-Vallée. Et donc c'est un bâtiment de 40 000 m², c'est un très grand bâtiment. Là, si je puis dire, ça a été le baptême du feu. Oui, ça a été un levier.
Voilà. Et si je n'avais pas réalisé ce bâtiment, je pense que jamais je n'aurais pu faire la bibliothèque. Parce que c'était vraiment... là, j'ai appris de façon, si je puis dire, très concrète, la construction, effectivement, d'un bâtiment qui est un bâtiment universitaire, bâtiment qui a évidemment une dimension culturelle, technique, etc. Des ingrédients que l'on retrouve, évidemment, dans une autre disposition pour réaliser et construire la Bibliothèque nationale de France. Bon. Un petit point d'orgue avant de parler de vos autres projets, parce que c'est vrai que la Bibliothèque nationale de France, vous avez été très sollicité pour en parler, et peut-être que je vais vous emmener sur d'autres... rives. Voilà. Ceci étant, l'une de mes questions récurrentes dans ce podcast est: est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez quand vous êtes sorti de l'école d'architecture? Vous avez une œuvre quand même immense, faut le dire. Pour moi, vous incarnez l'architecture, mais au plus haut degré de notre époque contemporaine. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous aviez à l'esprit quand vous êtes sorti? Et ce parcours... J'ai pas bon, j'ai des souvenirs. Par exemple, je m'excuse si je reviens à la bibliothèque, parce que je ne devrais pas faire ça, parce que la bibliothèque, elle a 30 ans, donc depuis, beaucoup de choses elle s'inscrit dans une... Mais elle s'inscrit. Ouais, et dans une pour donner une anecdote qui a changé ma vie, parce que la vie se change en quelques secondes, même dixièmes de seconde. Le premier septennat de François Mitterrand, moi je construis l'école de Marne-la-Vallée. Donc je suis sur cette école complètement la tête sous l'eau. Bien. Pendant ce temps, mes petits copains eux, font les concours, le concours de l'opéra, le concours de la défense, l'Arche de la Défense, etc. Et moi, j'y arrive pas. Je n'arrive pas à faire ça. Voilà. Et donc, François Mitterrand est réélu. Et deuxième septennat, à ce moment-là, en 88, il annonce un grand centre de conférences et une bibliothèque nationale. Alors là, je me dis, bon, cette fois-ci, j'espère que je vais pouvoir y participer. Bon, très bien. Quelques mois après, Joseph Melmont, qui avait en charge l'organisation des concours pour le président, m'appelle et me dit, voilà, Dominique, on voudrait vous inviter à participer au jury du concours de la Bibliothèque nationale. Et puis ensuite, il y a un autre concours qui sera le concours du centre de conférence, auquel certainement vous pourrez participer en tant que candidat. Alors, moi, je lui dis, écoutez, évidemment, c'est très flatteur d'être invité dans un jury, à faire partie d'un jury aussi prestigieux pour un projet aussi prestigieux. Je lui dis, écoutez, Joseph, je vais vous dire, j'ai jamais perdu de concours internationaux, alors j'aimerais bien essayer. Imaginez que j'ai dit oui pour participer au jury. Vous n'auriez plus ou pas le même Dominique Perrault devant vous ce soir. Ouais. Parfois, oui. Vive la jeunesse. Ouais. Parce que pour dire ça, il faut être quand même un peu inconscient. Hein. Bref. Mais comme quoi. Ah, mais qui tente rien n'a rien. Oui, et puis surtout, il ne faut pas trop penser. Voilà. Bon. Alors justement, est-ce que vous auriez envie de parler, de balayer l'histoire de vos projets et ou évoquer des projets emblématiques hors BNF? Alors, bon, je pense qu'il faut parler de certaines choses. Par exemple, la question de la commande. Donc, moi, je dirais que je peux schématiquement un peu avoir des périodes d'une dizaine d'années. Donc, les 10 premières années, c'est effectivement de formation, d'apprentissage, etc., blablabla, très bien. Ensuite, il y a la bibliothèque pendant une dizaine d'années, et puis trop vite, trop fort, trop grand, trop jeune, donc je suis exclu, a été servi, donc je suis exclu du terrain de jeu français, ce qui est une chance, parce que du coup, je suis allé à l'étranger. Donc j'ai passé une dizaine d'années à l'étranger à construire, et de façon absolument passionnante, et là aussi très active. Au bout de cette période de 10 ans, Frédéric Miguerou, donc commissaire et en charge de l'architecture au Centre Pompidou, me propose une exposition monographique.
avec comme idée de montrer que derrière la bibliothèque, il y a 1000 projets, ce qui était vrai. Et donc, en 2008, au Centre Pompidou, il y a quand même une grande exposition, je me souviens, 1200 mètres carrés, c'est quand même... Il faut quand même les habiter, ces mètres carrés. Et donc là, je présente tous les projets que l'on a réalisés. Bien sûr, il y a des morceaux de bibliothèque, mais au-delà de la bibliothèque. Et ça a été un moment où je suis revenu en France, finalement, parce qu'il a été compris, vu et entendu également que Dominique Perrault, ce n'était pas que la bibliothèque. Donc à partir de là, la commande publique revient, parce que moi je suis un enfant de la commande publique. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu François Mitterrand et sa politique architecturale, et qui était en particulier très ouverte pour les jeunes architectes, jamais j'aurais pu accéder à la commande publique. Et donc cette commande publique m'a permis d'aller à l'étranger, avec effectivement une certaine expertise, et puis ensuite de revenir en France et de recommencer à travailler. Par exemple, le premier projet qu'on refait en France, c'est la médiathèque de Vénissieux. Donc c'est un petit projet, mais il y a des maires communistes, que j'aime beaucoup en général, et qui ont une certaine clairvoyance. Et là, j'ai été invité à participer au concours, on a gagné, et donc on a recommencé à travailler en France pendant une bonne dizaine d'années. Et petit à petit, là aussi, l'étranger, l'international a repris de plus en plus de place. Et aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'au moment où nous parlons, quand même, le monde est dans une ébullition assez dramatique. Donc, mais disons que la part de l'étranger est majoritaire par rapport à la part française que nous développons ici à Paris. Il y a une question qui m'intéresse avec tout ce que vous avez pu produire. Est-ce que vous pensez que François Mitterrand a favorisé l'architecture française à travers le monde ? Moi, je pense que oui. Même si les concours étaient ouverts aux architectes étrangers, justement, je pense que ce terrain de jeu propulsait quand même la France hors frontières. Est-ce que c'est votre avis ? Alors, il faut rendre effectivement à César ce qui est à César. Donc, on va parler de François Mitterrand, mais je dois dire que celui qui a initié cette commande publique, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Parce que Valéry Giscard d'Estaing décrète par loi que l'architecture est d'intérêt général. Et ça a une conséquence juridique et administrative, c'est que toutes les collectivités locales doivent organiser des concours d'architecture. Ce qui a un effet évidemment d'ouverture et qui a aussi un effet de nettoyage de toutes les chasses gardées de nos mandarins de l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de liste d'agréés. Tous les jours, c'est nouveau. Tous les jours, le projet est à faire et à travailler. Et donc, Valéry Giscard d'Estaing, en fait, lance une politique architecturale avec une commande publique ouverte. Également, se met en place 2 organismes très importants qui nous manquent aujourd'hui. La MIC, c'est-à-dire la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques. Le terme est long, mais il dit bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire il y avait un lieu qui rendait compte de tous ces concours d'architecture, qui les présentait, qui les cadrait, qui les organisait, qui permettait à tous les maîtres d'ouvrage publics de se lancer avec des concours d'architecture qui avaient une qualité, si je puis dire, et qui n'était pas atrophié par telle ou telle considération. Et puis, il y avait un autre lieu très important, qui était le lieu de la monstration de tous ces concours, qui était l'Institut français d'architecture, rue de Tournan. Donc, vous voyez, donc il y a une loi, il y a des lieux, il y a des organismes d'État qui, si je puis dire, qui veillent à faire éclore cette nouvelle politique. François Mitterrand, lui, va donner évidemment une dimension internationale à cette politique, avec des projets tels qu'on les connaît, toute la politique des grands projets, et avec aussi une vision et une position de grand commanditaire, parce que François Mitterrand, c'est un commanditaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un président qui fait des coups, ou bien ce n'est pas un président qui va lancer ceci, et puis ensuite, plus ou moins s'y intéresser. Non, François Mitterrand s'intéresse aux grands projets, à l'architecture et à la transformation, effectivement, de la ville au travers de cette architecture. Et je dois dire que, vraiment, pour moi, Mitterrand a achevé Paris, d'une certaine façon. Parce qu'avec ses projets,
Il a marqué les différents territoires qui étaient en devenir, ou bien qui étaient déjà très installés. Il a prolongé. Ou il a prolongé, exactement. Donc, il y a là une vision d'une ville qui est vraiment une ville constituée. Et l'histoire, d'ailleurs, le dit à sa façon, puisque après Mitterrand, on commence à parler de métropole. Donc, on commence à parler d'un Paris qui, en fait, se construit au-delà de lui-même. Voilà, donc Mitterrand, c'est vraiment extrêmement important pour, évidemment, l'architecture française, pour le rayonnement de l'architecture française, pour ma génération d'architectes. Nous sommes une génération bénite. Oui, vous avez eu de la chance. On a eu une chance extraordinaire que tous ces concours s'ouvrent. Enfin, moi, je ne suis pas d'une famille d'architectes. Chez moi, on n'a pas d'argent. Donc, il n'y avait aucune raison que Mais vous étiez une famille d'ingénieurs, quand même. Oui, vous aviez la tête bien faite, quand même. Oui, ok, mais enfin, je ne suis pas le seul. On est quand même quelques millions comme ça, heureusement. Donc, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que je ne pouvais pas avoir accès à la commande publique. Puisque pour avoir accès à la commande publique dans ce pays, il fallait être Grand Prix de Rome. Et à ce moment-là, vous étiez Grand Prix de Rome et vous aviez un accès direct aux commandes d'État. Oui, mon cher oncle Feu Paul de Ponte était associé de Marcel Lotz. Ah bah oui, effectivement. Donc je connais bien l'histoire. Bien l'histoire. Et il y a eu donc à partir de 68, cette mutation dans la pratique du métier, et qui est passionnante. Parce que les années 70 étaient très ouvertes à l'expérimentation. Et vous étiez jeune. Voilà. Donc voilà. Donc il y a des rendez-vous, du destin. Enfin, tout ça, ça ne se prémédite pas. Quelle histoire passionnante. Alors vos projets, peut-être des projets en cours, ou les projets, vous venez de livrer la gare de Villejuif, ou en tout cas elle accueille déjà du passage. Oui, il y a déjà une ligne de métro qui fonctionne. On attend ça descend à 50 mètres, ça c'est ça ? 50 mètres, absolument. On attend la connexion avec la ligne 15. Donc effectivement, ça sera un hub d'échange entre quelque chose qui est quand même une révolution. Bon, aujourd'hui, peut-être on ne s'en rend pas encore compte, mais c'est vraiment une révolution au sens français du terme. C'est-à-dire que en matière de le transport, par définition, c'est un bien commun. C'est certainement la chose la plus démocratique qui soit, quelque part. Bien. Tout le monde utilise le transport public, etc. Bon, bref. Donc, le transport, c'est vraiment la carte que l'on peut avoir d'une ville, la carte mentale que l'on a chacun dans sa tête. Bien. Lorsqu'on a dit ça, aujourd'hui, pour circuler dans Paris et dans la métropole, il faut changer à Châtelet-Les-Halles. Vous n'avez pas le choix. Vous arrivez de l'Est, vous voulez aller au Sud, il faut aller jusqu'à Châtelet-Les-Halles et passer vers le Sud. Réciproquement, si vous allez d'Est au Nord, etc. Donc, on est bien dans une espèce de vision du transport public centralisé. C'est très pyramidal d'une certaine façon. Bien. Le projet du nouveau métro est un projet révolutionnaire parce que, en fait, il libère d'une certaine façon ce passage par le centre, puisque c'est un grand anneau qui va entourer Paris et qui va desservir, en fait, les 10 millions d'habitants qui se trouvent autour de Paris. Donc, on va pouvoir se déplacer sans passer par Paris. Sans passer par le centre, on va pouvoir aller d'est en ouest, etc., et circuler avec finalement une autre carte mentale qui est tout à fait nouvelle et qui correspond finalement à une grande métropole internationale, avec 12 millions d'habitants, 2 millions dans le périphérique, 10 millions autour. Donc on a des dimensions, si je puis dire, en termes d'habitants qui correspondent aux grandes métropoles au travers du monde. Et les transports, finalement, inscrivent ces nouveaux comportements, ces nouveaux usages qui sont en train de se mettre en place et qui, en 2030, 2035, 2040, seront totalement, si je puis dire, efficients avec des nouveaux quartiers, avec des nouveaux modes de relations. Bon, lorsque je disais tout à l'heure que Paris était achevé, bon, peut-être on construira 1 ou 2 musées. Nous travaillons actuellement sur la fondation de Giacometti le long de la Seine, dans l'ancien bâtiment de Air France sur l'esplanade des Invalides. Mais bon, il n'y aura pas tellement plus de musées le long de la Seine. Peut-être on construira encore 1 ou 2 choses dans Paris. Mais l'avenir de Paris est au-delà de Paris. Et surtout, le plus intéressant, c'est que avec ce nouveau métro, on va relier des dizaines de stades entre eux. On va relier des dizaines de lieux culturels, des dizaines d'hôpitaux. C'est-à-dire qu'en fait, cette nouvelle structure de déplacement va offrir des possibles près de chez soi,
à proximité, et donc ça recompose totalement la vision et l'usage, finalement, que l'on va avoir de cette métropole que moi j'appelle naïvement le Grand Paris. Alors, en dehors de ces flux, parce que finalement on parle de flux, quelle idée vous avez développée à l'intérieur de cet ouvrage Alors, gigantesque? C'est un sujet qui est un sujet, je dirais, de prédilection chez moi, puisque j'ai enseigné à l'École polytechnique de Lausanne sur la question du dessous. Comment le dessous peut-il devenir une ressource pour la ville et pour l'architecture? Cette recherche s'appelle Groundscape, c'est-à-dire le paysage du dessous. La bibliothèque en est l'origine. Le vélodrome et la piscine olympique de Berlin, la poursuite. Lorsqu'on développe la Cour européenne de justice, on utilise toute la topographie de la colline européenne pour incruster les salles d'audience, etc. Donc, dans cette architecture, il ne faut pas oublier que je suis auvergnat, donc la terre n'est pas quelque chose d'innocent chez moi. Elle est féconde aussi, parce que les origines sont paysannes, donc la terre, c'est pas pour se prélasser, c'est pour qu'elle produise, c'est pour se nourrir. Donc, il y a des finalités qui sont très, très abouties, si je puis dire. Et donc, la terre en architecture, pour moi, c'est aussi un élément qui est un élément, si je puis dire, de création d'architecture. Ensuite, on va effectivement en Asie, avec le projet de Ewha, l'université féminine de Ewha à Séoul, où il y a 24 000 étudiantes, et qui, effectivement, sur ce grand campus, circule de façon un petit peu schizophrène, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, les chairwomen, puisque c'est une université féminine, lancent un concours international pour donner une entrée, d'une certaine façon, un centre de gravité à tous ces pavillons, qui sont des pavillons assez Greystone, c'est assez Boston, comme style. Bien. Donc, on développe un projet qui est un projet de géographie, c'est-à-dire que c'est quand même une prise de risque à 300% à l'époque, c'est-à-dire il y a un peu plus de 20 ans, où finalement le projet est un projet qui est une colline, qui reconstitue le parc originel du campus, et dans cette colline s'incruste donc 100 000 mètres carrés. Je donne des chiffres, mais c'est pour dire que c'est pas un kiosque. Donc 100 000 mètres carrés de locaux au service des étudiants. Donc c'est un travail de géographie. Et cette géographie, elle va donc prendre place avec, entre autres, une grande vallée dont la perspective s'ouvre sur le bâtiment de la présidence historique de l'université. Et ce lieu va en fait permettre la régénération de l'ensemble de l'usage du campus avec donc les différents pavillons d'enseignement et évidemment la population estudiantine. Et donc, c'est pour ça que je disais, c'est une géographie, c'est également l'idée de mettre en place des systèmes, si je puis dire, d'identité, sans créer de barrières, puisque là, il y a des différences de niveau. Donc, si je me balade sur le jardin qui est au-dessus, eh bien, je ne suis pas dans la vallée. Et donc, je peux développer d'autres usages tout en étant en contiguïté visuelle, si je puis dire, entre les uns et les autres. C'est une géographie. Et là où je veux en venir, c'est que cet espace est devenu un espace public qui est aujourd'hui très célèbre à Séoul, parce que c'est devenu un lieu d'histoire, un lieu historique. Pour moi, un espace public, c'est pas seulement une géographie, c'est aussi un lieu politique et un lieu historique. Parce que les étudiantes, il y a 7-8 ans, ont décidé de destituer la présidente de l'université pour chamanisme, etc. Je ne dis pas que j'ai tout compris, mais toujours est-il qu'elles étaient 3-4 000 jours et nuits pendant plusieurs semaines dans cette vallée pour protester. Elles ont obtenu la destitution de leur présidente, qui, entre autres, était une des proches amies de la présidente du pays, qui elle-même a été destituée. Donc est né, au sein de cette vallée, un mouvement de contestation politique lié dans cette géographie. Donc, voilà, ça c'est des choses, enfin, c'est des événements, ce sont des histoires que je trouve merveilleuses, parce que c'est vraiment tout ce que notre culture occidentale, finalement, nous a donné, nous a appris, eh bien,
ça se recycle, si je puis dire, de façon pas péjorative, parce que c'est pas du reuse, c'est plutôt du recycling intellectuel dans d'autres lieux, avec d'autres populations qui finalement partagent cette même idée de la démocratie. Oui, on retrouve quelque chose d'antique. Voilà. Absolument. Le gradinage, le lieu pour se rassembler, la place, l'espace pour se rassembler. C'est très grec quelque part, etc. Oui, bien sûr, non, mais c'est juste, et surtout c'est, comment dirais-je, c'est à tout le monde et à personne, et ça pour moi, ça c'est ce que peut produire de mieux l'architecture. Alors, vous étiez parmi quand même les architectes identifiés autour de Mitterrand. Vous l'avez quand même bien connu, je crois. Vous auriez une anecdote à nous raconter ? Le président François Mitterrand a suivi pendant son deuxième septennat de façon intense, permanente, le projet de la bibliothèque. Donc, moi, je l'ai rencontré plus de 20 fois en 5 ans, donc c'est beaucoup. Et dans des visites privées, je crois que je suis allé 3 fois à l'Élysée. Donc ça veut dire qu'il venait à l'agence et ensuite, évidemment, sur le chantier. Et donc ça, c'était quand même des moments très émotionnels. Et lorsqu'il venait à l'agence, il me disait, entre autres, Monsieur l'architecte, parce qu'il m'a toujours appelé Monsieur l'architecte. D'abord, il commençait par me dire « Que puis-je faire pour vous ?» Donc ça, c'est quand même des questions un peu embarrassantes, un peu encombrantes. Que dire ? Voilà, donc on élude la question. Et après, dans d'autres moments, il disait Monsieur l'architecte, vous êtes la mer, moi je m'occupe des vagues. Voilà, bon, je crois ça résume à peu près le personnage, le lien et l'importance de ce projet pour lui. Ouais. Votre équipe est composée de combien de personnes aujourd'hui ? D'architectes, beaucoup, j'imagine ? Oui, d'architectes, d'ingénieurs, également des profils qui viennent des lettres également, enfin disons, de l'histoire de l'art plus exactement. Nous sommes un petit bureau, nous n'avons jamais été aussi petits, pour différentes raisons. D'abord parce que nous travaillons de façon beaucoup plus partageuse, si je puis m'exprimer ainsi, avec nos partenaires architectes dans le monde entier. Dans le sens où, il y a quelques années, nous développions des missions qui étaient des missions assez longues de suivi. Aujourd'hui, on s'attache beaucoup aux missions de conception et ensuite on a une mission de direction architecturale et donc on donne très rapidement le relais à nos partenaires. Donc nous sommes peut-être une 50aine à Paris et peut-être il y a plus de 200 personnes, 200 architectes dans le monde qui travaillent sur nos projets. Donc c'est très difficile de dire voilà, mais c'est un autre format. Et c'est un format qui permet d'aller plus vite. On n'a jamais été aussi vite pour faire des projets. Et donc, cette agilité nous permet aussi de rebondir avec des événements comme ceux que nous vivons actuellement. Nous avons des projets qui devaient démarrer au Moyen-Orient. Ça va être un petit peu compliqué. Donc, nous avons d'autres projets en Asie qu'on va intensifier, etc. Et des projets en Europe, évidemment, également. Donc, le fait de pouvoir bouger vite, de pouvoir apporter des réponses rapidement, c'est assez jouissif. Il faut dire quand même qu'on travaille pour des questions un peu jubilatoires. Et donc, ça permet d'aller d'un lieu à l'autre, d'un projet à l'autre, d'un commanditaire à l'autre, avec une équipe, si je puis dire, relativement réduite. Évidemment, les liens aussi humains sont plus forts. Non, c'est un joli bureau. Bon, vous n'êtes pas tombé avec la notoriété dans le mandarinal. Non, vous l'avez laissé là où il était. C'est passé à côté. Oui. Alors, l'architecte est quand même si vous dites que le projet va vite aujourd'hui, l'architecte est amené à projeter sur un temps long. Vous l'avez évoqué dès le début, il se passe quand même des choses très lourdes et depuis quand même plusieurs années, on est inquiet. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à tout à chacun dans ces temps troublés pour appréhender le monde dans lequel on vit ? Vous avez une vision assez large. Vous construisez à travers le monde. Vous êtes en connexion avec des cultures différentes. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour qu'on tienne, pour que voilà. Alors, je voudrais préciser la notion d'aller vite, parce que aller vite, ce n'est pas bâclé.
Oui. Déjà, premier point. Et aller vite, ça touche surtout les questions de conception. Ensuite, comme vous l'avez très justement dit, le projet d'architecture, c'est un temps long. Le tarif, c'est 7 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Le projet qu'on développe à Séoul de ce grand hub de mobilité, c'est un projet de 15 années. Donc, il y a le temps de la construction, le temps de la réalisation, et il y a le temps de la conception. Et le fait, si je puis dire, d'aller vite lors des phases de conception, moi, j'ai toujours trouvé ça... moi, de toute façon, ça me plaît. Voilà. Bon, donc, Oui. déjà, pour commencer. Oui. Et ensuite, ça permet aussi de faire des erreurs. Parce que si vous allez vite, vous avez encore le temps de corriger. Donc, ça vous oblige, d'une certaine façon, à être plus critique dans le processus. Ça, ce sont des aspects, voilà, juste pour combattre, là aussi, des clichés sur l'homme pressé. Espèce de caricature imbécile. Bien, ça c'est... Oui, vous aimez l'intensité de ce moment-là. Et je veux dire, d'aller vite aussi, ça oblige à des mouvements, à des actes. Donc, ça entraîne tout le monde. Et encore une fois, aller vite, ce n'est pas faire n'importe quoi, ce n'est pas bâcler, et ce n'est pas faire des projets, comment dirais-je, au rabais. Ça n'a rien à voir. Bon, donc je passe là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'analyse également, c'est que aujourd'hui, si vous voulez, le téléphone ne sonne plus, vous décrochez, vous dites, cher ami, voilà, j'aimerais construire une cathédrale sociale, tant qu'à faire, bon, bref. Et puis j'ai pensé à vous, ça serait formidable, pouvons-nous nous rencontrer? Ça, c'est fini, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, il y a des clients dans le monde qui savent même pas qu'ils sont des clients, qui ont des projets plus ou moins avancés, qui ont des moyens aussi de réaliser leurs projets, mais il faut aller au contact de ces gens-là et leur faire des propositions. C'est-à-dire, ce n'est pas les clients qui vont venir vers vous, mais c'est vous qui allez au contact, parce que vous allez lire telle ou telle chose dans la presse, dans le développement, ou avoir certaines informations sur le développement de certaines villes, de certains groupes industriels ou autres. Et donc, ça va correspondre à quelque chose qui fait partie de vos préoccupations, et vous allez aller les voir. Et c'est là où il faut aller vite. Parce que vous n'allez pas aller les voir dans 6 mois. Vous allez aller les voir dans une actualité. Et peut-être que vous ferez un bout de route avec eux. Donc en fait, il faut aller au contact. Il faut aller vite et aller au contact. Comment imaginez-vous le monde de demain? Est-ce que vous avez un regard sage? Non, sage, je crois qu'on peut oublier ce terme aujourd'hui. On est quand même dans... Non, mais la maturité parfois apporte de la sagesse. Oui, mais je dois dire que la transition est tellement abrupte et rapide, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de l'intelligence artificielle. C'est quand même une transformation de minute en minute. Et je pèse mes mots lorsque je dis ça. Et donc, on est quand même dans un mouvement de transition où, justement, la transmission devient pour moi le vrai sujet, enfin le sujet qui permet de garder une spécificité, de garder une authenticité, de garder une culture. Donc on travaille beaucoup sur un peu une double intelligence artificielle. On utilise l'intelligence artificielle de façon tout à fait professionnelle, et parce que mes concurrents sont quand même très chronophages, ou si je puis dire, d'intelligence artificielle. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas à leur égal. Mais c'est pas seulement le sujet de cette intelligence artificielle qui est une intelligence artificielle de production. Il y a aussi une intelligence artificielle de réflexion. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on peut imaginer une conception de nos archives, de nos projets, de tout notre travail, de l'œuvre finalement, d'une façon différente. Et donc ça, c'est un projet dans le projet. C'est un projet scientifique, c'est un projet aussi qui va permettre d'identifier ce qui fait, si je puis dire, la nature du travail que l'on a fait et le lien entre ces différents projets pour développer des éléments théoriques, des expérimentations et des expertises qui finalement se recoupent d'une certaine façon en différents lieux et en différents moments.
Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ? L'architecture reste un apprentissage, voilà. Lorsque je dis ça, je ne sais pas exactement ce que je dis, dans le sens où il y a tout type d'apprentissage. Vous avez évoqué leur frilosité à construire. Vous l'avez assez tôt dans notre échange. Oui, il y a effectivement une critique qui est très intéressante sur le fait de ne pas construire. Mais en même temps, il y a aussi, moi je la comprends, mais peut-être que je la comprends mal, je la comprends comme la mise en exergue du déjà là. C'est-à-dire, on a déjà beaucoup construit. Et c'est vrai que le XXe siècle a construit plus de mètres carrés sur la planète que pendant 2000 ans. Voilà. Bon, donc c'est pas faux de dire qu'il y a effectivement déjà des foultitudes de constructions. Mais doit-on abandonner une discipline ? Non, et surtout que ces constructions, elles sont pas forcément, elles nous attendent pas les bras ouverts. Dans le sens où elles ont été conçues dans des conditions et avec des programmes qui étaient quand même très étroits, si je puis dire, en termes de vision. Et donc, il y a un sujet, ce que moi j'appelle, et d'autres aussi, la question du diagnostic du déjà là. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Aujourd'hui, cette phase de diagnostic est une phase qui est plutôt dédiée au bureau d'études. Donc, ils vont regarder si c'est en termes de performance thermique, en termes de je ne sais pas quoi, etc. Enfin, différents éléments qui sont importants, mais qui sont des éléments techniques d'évaluation du bâti existant. Mais il n'y a pas de regard, si je puis dire, stratégique, qui va considérer que ce bâtiment, son orientation, ce qu'il voit, et qu'il pourrait recevoir ceci, qu'on pourrait, avec cette adjonction, accueillir d'autres usages, etc. Donc une lecture critique qui, effectivement, forme un diagnostic architectural. Et ça, c'est, à mon avis, quelque chose qui est très, très intéressant, parce que en fait, ça veut dire qu'à partir de ce diagnostic architectural va naître un programme. Il y a quelques années, on partait avec un programme et on construisait le programme. Aujourd'hui, le programme n'est pas écrit, le bâtiment est là, l'analyse et la lecture critique du bâtiment fait naître des potentialités, des possibilités. Ces possibilités peuvent accueillir certains programmes. Donc, on est exactement dans une lecture finalement inverse, ou une production inverse de l'architecture. Et moi, je le comprends comme ça, c'est-à-dire que confronter un champ des possibles à la matière. Et en tirer aussi les conséquences et que les programmes soient issus de ce qui existe et pas imposés à ce qui existe. Un mot de la fin ? Parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Je dirais qu'il ne faut pas s'arrêter, voilà. Ça veut dire qu'il y a toujours une lecture, une relecture de l'œuvre. Et il faut ne pas cesser de critiquer, de remettre en question, dans le sens de la lecture critique, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'œuvre, afin qu'elle ne fasse que croître et embellir, et qu'on y comprenne à peu près quelque chose, si on y arrive un jour. Merci infiniment, Dominique Perrault, d'avoir partagé avec nous cette vision d'une architecture à la fois politique, géographique et profondément contemporaine. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Merci beaucoup. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.